Et coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit book tag parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et pour celui-ci, j'ai choisi le Coffee Book Tag. Alors c'en est un que je n'ai pas vraiment vu tourner. Et puis du coup, écoutez, comme on est le matin et que je suis comme d'habitude avec mon petit café, je me suis dit, ça serait idéal à tourner maintenant. Voilà. Alors ce tag, comme d'habitude, bien entendu, est fait de différents livres à choisir par rapport à certains critères, des questions, même si on ne dirait pas vraiment des questions. Et à partir de là, effectivement, expliquer pourquoi je considère qu'ils font partie de cette catégorie. Alors, le tout premier, c'est Black Coffee, puisque bien entendu, ce sera en rapport avec les cafés. Et il fallait choisir un livre dans lequel il était difficile de rentrer, mais qui a pourtant une fanbase, une importante communauté de fans. Alors, je vais peut-être en étonner certains, mais pour celui-là, j'ai choisi Fondation d'Isaac Asimov. Pourtant, c'est de la science-fiction, pourtant, il y a à peu près tout ce que j'aime, mais en plus, c'est un livre assez court, mais je pense que c'est un livre qui est tellement connu que peut-être que sans savoir à quoi m'attendre, je m'attendais quand même à autre chose ou à plus ou à différent. Je peux pas vraiment le dire en fait, parce que cette histoire-là m'a plu, mais j'ai effectivement eu du mal à rentrer dedans parce que j'avais dans ma tête dès le début ce truc de pourquoi est-ce que les gens le considèrent aussi bien, aussi fondateur, n'est-ce pas, ça va bien avec le titre. Et c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu trop obsédée par la question pendant que je lisais le livre. Le fait est que je l'ai lu sur le tard. Je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est un livre qui était déjà connu depuis très très longtemps et qui avait déjà fait des émules et que la plupart des gens de mon âge en fait ont lu quand ils étaient ados, que mon frère a lu, a adoré, alors que, enfin voilà quoi. Donc voilà. Alors, Fondation, s'il y en a qui ne connaissent pas, est en fait un livre de science-fiction qui se passe dans un futur très lointain. Je ne sais plus à quelle époque, mais il me semble que c'est plusieurs milliers, voire millions d'années plus loin que notre civilisation. Et dans laquelle il y a un empire intergalactique qui règne donc sur tout un ensemble de planètes, de systèmes solaires, et une personne, Henry Seldon, ou Harry Seldon, je ne suis plus trop sûre du nom, en fait va inventer une méthode, une science en fait qui permet de prédire l'avenir. Cette méthode s'appelle la psychohistoire. C'est en fait la science de l'étude de l'histoire pour pouvoir interpréter et deviner ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que d'après cette science, les événements, un petit peu par effet papillon en fait, chaque événement provoquerait un certain nombre de choses qui fait que les possibilités qui suivent sont assez limitées parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui arrive mais plusieurs. Donc en les faisant correspondre, on peut facilement deviner vers quelle direction va aller notre société par la suite. Or cette science en fait prédit que l'empire va s'effondrer bientôt et qu'il va s'en suivre plusieurs dizaines de milliers d'années d'ère chaotique. Et le but maintenant, ça n'est pas de remettre en question cette science, mais de comprendre qu'est-ce qui va provoquer cet événement pour essayer de réduire le temps de l'ère chaotique et essayer de protéger la civilisation de façon à ce qu'elle puisse perdurer après cette période chaotique. Alors, quand je vous le raconte, quand je vous en parle, moi-même, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai été aussi moyennement convaincue par le livre? Eh bien, je ne sais pas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le type d'histoire, en plus, c'est le type d'intrigue qui m'intéresse énormément. Quand je l'ai ouvert, il était très très célèbre, mais je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc, en plus, c'était une surprise pour moi. Et je pense que je vais le relire parce que c'était peut-être juste pas la bonne période. Voilà. Si vous vous rappelez bien, l'automne dernier, j'ai commencé à lire des livres qui me plaisaient en fait et que j'étais obligée d'arrêter tout simplement parce que j'étais pas dans le mood, ça ne me correspondait pas à ce moment-là, c'était pas le moment de le lire. Et je pense que c'est la même chose quand on lit des livres parfois adolescents ou même adultes et puis que 10-15 ans plus tard, on les relit et qu'on se dit mais en fait c'était vachement bien ou en fait c'était complètement naze. On change, nos avis changent et puis des fois aussi il y a des situations qui nous entourent qui font qu'on n'est pas forcément pris par une lecture comme on devrait l'être ou comme on voudrait l'être. Voilà, donc c'est un livre auquel je vais laisser une deuxième chance, d'autant plus que Black comme le café noir, c'est mon café préféré, c'est celui que je bois tout le temps. Et rien que pour être à cette place, je considère qu'il mérite une autre chance. Voilà, sur ce, je vais boire quelques gorgées
et je vous reprends pour le deuxième bouquin. Alors j'ai un peu tiré les rideaux parce que c'est vrai que la lumière du matin là c'est un petit peu flashouille sur le côté. Alors j'espère que ça sera un petit peu mieux. Alors deuxième livre, il faut que ça corresponde à Peppermint Mocha. Alors il faut un livre qui est célèbre ou en tout cas qu'on a tendance à lire à la période des fêtes. Alors j'imagine à la période des fêtes de fin d'année. Voilà, parce que c'est vrai que période des fêtes, là où il y en a plusieurs en général, c'est à ça qu'on pense. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous proposer Un chant de Noël de Charles Dickens. C'est un grand classique qui n'est pas très long. Beaucoup de films en ont été tirés. C'est en général autour du personnage de Scrooge, qui est le personnage principal de ce chant de Noël. Alors, c'est un classique aussi que j'ai lu assez tardivement. Et que j'ai quand même beaucoup apprécié, même si à la base il est destiné à être un conte pour les enfants. C'est l'histoire de Scrooge, une espèce de vieux rabat-joie qui n'aime rien, parce que c'est pas que Noël, hein, il n'aime rien, il n'aime pas les enfants, il n'aime pas les gens, il n'aime pas... Parce qu'en soi je peux comprendre un petit peu, hein, faut pas déconner. Mais c'est vrai qu'il pousse vraiment le vice assez loin, il est avare, il traite mal son domestique, enfin vraiment, bon, voilà, il y a une différence entre ne pas aimer les choses et être pleinement désagréable et chiant avec tout le monde, quoi. Voilà. Pendant cette période de Noël, alors qu'il est tout seul et qu'il a décidé de décliner toutes les invitations, les offres qu'il a un peu envoyées chez tout le monde, hein, disons-le clairement, il va commencer à faire des rêves et à avoir des apparitions. En fait, ces apparitions sont des sortes de voyages dans le temps qu'il fait dans sa conscience et dans sa vie, où en fait, ça va lui permettre de réaliser pas ce à côté de quoi il est en train de passer, puisque bon, ok, c'est censé être dans l'esprit de Noël, et puis tout le monde n'a pas l'esprit de Noël, mais c'est quelque chose de plus général sur ce qu'on rate dans la vie, quand on refuse en fait les bonnes choses qui viennent à soi. Et il va commencer à montrer son passé, des moments où il était heureux quand il était enfant, et par la suite son futur, si il persiste à être dans cet état d'esprit, et ensuite son présent et ce qu'il pourrait être s'il commence à changer les choses. Voilà. Je vous résume très vite fait parce que ça ne spoile rien à l'histoire, je ne vous donne pas les détails puisqu'il y a beaucoup de détails dans chaque catégorie, dans chaque épisode justement de cette histoire qui permettent d'expliquer beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très agréable à lire, Il me semble d'ailleurs que j'avais écouté en audio, parce qu'il se trouve très facilement sur YouTube, donc si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez l'écouter gratuitement, assez facilement. Je trouve qu'il correspond très bien à la période de fête, et je trouve que, malgré le fait que ce soit un classique, qu'il est écrit il y a longtemps et que ça soit dans l'esprit de Noël, il n'a pas ce côté gnangnan qui, moi, c'est personnel, hein, mais qui, moi, me dérange un petit peu dans tous ces trucs de fête de Noël, voilà, tout simplement. Alors, pour le suivant, c'est Hot Chocolate, donc chocolat chaud, pour lequel il faut choisir votre livre d'enfant préféré, votre livre pour enfants préféré. Désolée, je traduis au fur et à mesure, je pense un peu pourri, hein. Alors, il n'est pas spécifié qu'on ait eu besoin de le lire quand on était enfant ou adulte ou quoi que ce soit. Donc pour celui-là, j'ai choisi Pinocchio. De Carlo Collodi, il me semble. C'est un livre italien d'origine, bon en même temps Pinocchio, hein, on a vite deviné que c'était italien, et qui fait partie de ces contes pour enfants comme Peter Pan, comme Alice au Pays des Merveilles, que tout le monde connaît très bien, mais dont on ne lit pas forcément l'histoire d'origine. Alors j'ai eu une période où effectivement j'ai voulu lire justement toutes ces histoires d'origine que j'ai en général appréciées, dans lesquelles souvent il y a des aspects qu'on ne voit pas du tout dans les réinterprétations pour enfants, dans les Disney et compagnie, mais jusqu'à maintenant, celui que j'ai préféré, c'est Pinocchio. Voilà. Pinocchio, j'ai trouvé le livre très bon, le texte très agréable, très facile à lire bien sûr puisqu'il est pour des enfants, mais aussi très beau à lire. Il y a vraiment des passages très bien écrits, très poétiques. Et les aventures de Pinocchio, c'est vraiment quelque chose de particulier. Sincèrement, Pinocchio est agaçant. C'est vraiment un sale gosse. Pas seulement parce que c'est un enfant ou parce que c'est une poupée, mais vraiment c'est... Et en fait, d'une certaine façon, c'est un livre qui éduque les enfants sur attention à ce que tu fais quand tes parents te disent quelque chose, ça n'est pas forcément pour rien, mais sans forcément qu'il y ait un aspect moralisateur imposé. C'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire, ça se lit très bien, on n'a pas l'impression que quelqu'un nous dit attention, hein, parce que si tu fais ça, papa, maman vont pas être contents. C'est pas comme ça, voilà. C'est plus un peu des leçons de vie,
à travers des aventures très exagérées. Bon, ceux qui ont vu le dessin animé se rappellent qu'à un moment donné, il est avalé par une baleine, à un moment donné, enfin, il lui arrive plein de trucs absolument incroyables. Et le personnage de Pinocchio est aussi agaçant qu'attendrissant, et sincèrement je trouve que c'est un très très bon livre, y compris quand on est un adulte. Donc si vous n'avez pas encore eu le plaisir de lire ce livre, franchement allez-y, que ce soit pour vous, pour vos enfants, je pense que ça passera très très bien. Alors pour le café suivant, il s'agit de choisir dans double expresso, voilà, histoire de se mettre un petit coup de caféine pour se réveiller. Alors là, il faut choisir justement un livre qui nous a tenus en éveil, qui nous a tenus sur le bord de notre chaise, enfin à cause de l'histoire. Et encore une fois, parce que je ne sais pas pourquoi je m'interromps, parce qu'on ne nous dit pas quand on a eu besoin de le lire, ni vraiment les effets. Il ne faut pas oublier que ce genre de choses, ça peut être interprété très personnellement. Et pour celui-là, j'ai choisi Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Ce qui peut sembler assez étonnant, parce que j'en ai lu des livres qui font page turner et dans lesquels j'étais vraiment à fond. Mais Le Grand Maulne, en fait, pourquoi je parle de celui-là? Je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que c'est un classique de toute façon qu'on doit lire à l'école, donc vous le connaissez tous. Et en fait, c'est vrai que je crois que c'est le tout premier livre où je me rappelle avoir commencé à le lire le soir et je n'ai pas pu le lâcher. Et je suis restée dans mon lit avec une lampe de poche à essayer de lire mon bouquin et j'ai pas dormi de la nuit pour finir ce livre. Voilà. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'est déjà arrivé par la suite, mais après vous savez quand on grandit, ben, on a le droit de lire le soir si on veut. Hein. Donc c'est un petit peu différent. Mais c'est vraiment, je crois, le tout premier et le seul pendant un moment où effectivement j'ai tout lu de la première à la dernière page en une nuit. Alors pour le café suivant, il s'agit de Starbucks, c'est-à-dire un livre qu'on voit partout. Ben oui, parce que Starbucks, hein, on le sait, c'est envahissant, on le trouve partout, et pourtant c'est pas, quand on aime le café, c'est pas forcément le meilleur endroit. Bref, passons sur Starbucks. Je dis pas que c'est pas bien, mais que on nous dit trop que c'est un endroit pour le café, pour les gens qui aiment le café, sauf que quand tu vas là-bas, c'est pour avoir des boissons tout à fait autres que du café. En général, les gens n'y vont pas pour ça. Donc un livre qu'on voit partout, ben, j'en profite pour vous montrer Circé de Madeline Miller, dont la couverture est très très jolie. Et justement parce qu'on le voit partout, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis à plusieurs reprises dans mes listes de challenge, que ce soit le Pumpkin Autumn Challenge, j'allais dire le Pumpkin Winter Challenge, ou le Cold Winter Challenge, bref, les challenges que je fais en général. Et que jusqu'à maintenant, je ne l'ai toujours pas lu. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'étais vraiment super motivée. Et puis à chaque fois que je le vois, je me rappelle en fait de toutes les fois où je l'ai vu dans les magasins, dans les vidéos, ça se trouve il est génial, ça se trouve j'adorerais, mais et puis c'est le genre de livre après peut-être on regrette de se dire mais que j'étais con, pourquoi finalement je l'ai pas lu avant. Mais ces derniers temps, ça fait un moment qu'il m'inspire plus puisque je le traîne, je crois que c'est l'un des premiers livres en anglais que j'ai acheté depuis que je suis au Japon. Si c'est pas le premier, donc ça doit faire 7 ans que je me le traîne hein, quand même, voilà. Donc voilà, désolée pour ceux qui l'ont adoré, moi personnellement ça attend, je vais peut-être aimer mais ça sera pas pour tout de suite. Café suivant, alors ça va être un petit peu compliqué à traduire, The Hipster Coffee Shop, c'est-à-dire le coffee shop, alors coffee shop pas ceux d'Amsterdam, hein, mais le café hipster, c'est-à-dire le café baba cool, bobo in. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et il faut choisir un livre d'un auteur indie qu'on a adoré. Alors, un auteur indie, j'ai essayé de voir, apparemment, c'est les gens qui sont auto-publiés. Éventuellement, moi, je pensais peut-être indépendant, mais bon. Et il s'avère que... Putain, toujours cette lumière, là. Il s'avère que je crois que je n'en ai lu qu'un seul. Donc, forcément, j'ai choisi celui-là. Il s'agit d'une nouvelle sport d'Olivier Saraja, qui se passe en fait dans un monde apocalyptique dans lequel on retrouve un duo de personnages, un père avec son fils et qui en fait se retrouve dans un monde qui est complètement envahi par la végétation et par des spores, d'où le titre, et où la végétation semble reprendre le dessus mais de façon extrêmement invasive, voire dangereuse pour le peu de vie qui reste. Voilà, dans leur parcours ils vont rencontrer une femme qui elle aussi est une survivante.
et qui va nous permettre, en racontant leurs histoires, justement, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant et d'essayer de deviner leur avenir. Voilà. Alors, c'est une courte nouvelle, hein, elle fait une 60aine de pages. C'est vrai que c'est difficile de vous la raconter sans spoiler parce qu'avec un nombre de pages aussi courte, on a vite fait de donner trop de détails. Mais je me rappelle que je l'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il faudrait que je lise plus de choses de cet auteur puisque je sais qu'il a écrit régulièrement des nouvelles. Je ne sais pas si depuis il a écrit des romans. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Je trouvais que l'ambiance était très bien rendue. Il y avait un côté quand même assez angoissant, assez oppressant. Et même si l'histoire même, bien entendu, ne nous donne pas toute l'histoire, parce qu'on ne peut pas développer autant qu'on voudrait dans une histoire aussi courte, mais elle donne suffisamment d'éléments pour attiser la curiosité, pour être intéressé et pour justement réussir à deviner ce qui va se passer par la suite. Voilà. Alors, café suivant, il s'agit de « Oups, j'ai pris du déca ». Alors, pour celui-là, il faut choisir un livre dont on attendait plus. Alors, forcément, il y en a eu plusieurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des livres qu'on n'a pas aimés, mais dont on attendait quand même plus ou autre chose. Alors, j'ai hésité, justement, parce qu'il y en a dont je vous ai déjà parlé. J'essaye au maximum, dans ce type de tag, de ne pas me répéter et d'essayer, bon, sauf quand il n'y a pas le choix, hein, mais d'essayer de vous parler de livres dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Et donc, ici, j'ai choisi Le Poète de Michael Connelly. Alors, c'est le seul que j'ai lu de l'auteur. J'en ai toujours beaucoup entendu parler et on m'avait dit si tu veux commencer avec cet auteur, son meilleur livre, c'est Le Poète. Voilà, donc je me suis lancée, surtout que c'était une grosse pavasse quand même. Et alors il m'a plu, mais j'en ressors quand même assez mitigée, c'est-à-dire que pour moi ça a été moyen. Pourquoi? Alors en fait dans cette histoire, on suit un inspecteur, un journaliste, dont le frère jumeau qui lui est inspecteur est retrouvé mort dans sa voiture avec une lettre de suicide. Or, on se rend compte que plusieurs policiers ont été retrouvés exactement de la même façon et que ces notes de suicide ont quelque chose en commun. Il s'agit de poèmes, de textes. Et en fait, ce journaliste commence à faire le lien entre les choses et commence à enquêter de son côté pour essayer de trouver qui serait le meurtrier, qui incite à ces meurtres ou qui tue ces policiers. Et puis, bien entendu, pour laver son frère, entre guillemets, du soupçon de suicide. Voilà. On va suivre plusieurs personnages, dont le tueur, justement, qu'on ne suit que dans sa tête. Du coup, on ne sait pas bien qui c'est, on suit ses pensées. Et personnellement, j'ai trouvé que la mise en place de l'histoire, la façon avec laquelle c'était fait, était ultra intéressante. J'ai trouvé ça très bien écrit. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas trouvé de clichés à mon goût. Je n'ai pas trouvé de choses redondantes. Sincèrement, les 3/4 du bouquin, j'étais à fond dans le truc, ça s'est bien passé. Sauf que l'histoire se termine, on arrive à choper le zigoto, sauf que déjà, premier réflexe, c'est un peu comme dans les films, je me dis, il reste trop de pages, il y a un bins quelque part, voilà. Et je me suis dit, il va y avoir un truc, c'est pas lui, ou c'est pas ça, ou enfin, il va y avoir quelque chose comme ça. Sauf que le truc, en fait, c'est qu'ils ont fini par, comme s'ils étaient plusieurs. Donc, Michael Connelly finit par exposer, en fait, le passé de l'histoire, pourquoi on en est arrivé à ça, et ça tient la route. Sauf que, comme souvent dans ce type d'histoire, c'est bien de ne pas deviner le dénouement, mais est-ce qu'il faut qu'on ait toute une thèse pour comprendre le dénouement, alors que normalement l'histoire devrait quand même avoir donné suffisamment d'éléments pour que quand on arrive à la fin, on n'ait pas besoin de tout nous réexpliquer depuis le début. Ça, pour moi, c'est un gros défaut que je trouve dans certains livres et ça m'agace. Voilà. Parce que dans ce cas-là, si tu écris une histoire pour ensuite réécrire toute une autre histoire pour qu'on t'explique, soit parce qu'on considère que t'es trop bête, soit parce qu'effectivement, on a tout fait pour qu'il n'y ait rien dans l'histoire qui puisse ne serait-ce que te faire penser à ce qui va arriver. Ça, pour moi, c'est mal raconté. Je suis désolée de dire ça comme ça, j'arrive pas à trouver d'autres mots, mais pour moi, ça veut dire qu'on raconte mal une histoire. Voilà. Il faut que l'histoire se déroule en tant que telle. Cacher des choses alors qu'elles devraient être sous ton nez, non, ça fonctionne pas. Sauf que, après ce twist, tout d'un coup, il y a un twist du twist qui arrive. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, trop de twist, tue le twist. Parce que le premier twist, on se dit, ah, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis quand le deuxième arrive, là, ça commence à prendre une forme qui fait que ça n'a plus aucun rapport avec rien du tout. Voilà.
C'est un peu comme si t'as un gars en hélico qui débarque et qui dit « Mais au fait, t'avais pas remarqué, en fait, moi aussi j'étais derrière cette partie-là, et puis ça, et puis après t'en as un autre qui arrive qui dit « Oui, mais il y avait aussi moi. » Et puis, enfin, c'est que des trucs comme ça et qui font qu'en fait, le premier twist n'est pas un twist, puisqu'en fait, il s'est fait avoir par le deuxième twist, qui s'est fait avoir par le troisième twist. Voilà. Donc moi, pour moi, ça gâche tout. Voilà, ça gâche tout. Est-ce que la lecture était mauvaise pour autant? Non. Comme je l'ai dit, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé comment ça a été écrit, comment ça a été expliqué, comment ça a été monté. Pour moi, c'était un très très bon roman. Et puis alors la fin, ça, mais voilà. C'est vraiment cette fin-là qui fait qu'à un moment donné, je comprends qu'on veuille accrocher le lecteur ou que l'histoire reste dans la mémoire du lecteur avec un truc genre « Oh là là, mais oui, c'est vrai !» Sauf qu'à un moment donné, à force de vouloir insister là-dessus, on voit toutes les ficelles, on voit le truc arriver. C'est même plus avec des gros sabots, c'est avec des grosses caisses. Hein. C'est comme si tu avais des caisses au pied où tu arrives là, comme ça. On t'entend arriver à 15 km de... Voilà. Bref, vous avez compris, j'étais pas contente. Surtout quand le bouquin est aussi bon dans ses trois quarts. Parce que, oui, ça gâche. Ah, ça fait chier, ça gâche. Voilà, tout simplement. Alors, le suivant. Le mélange parfait. Voilà, où il faut un livre avec la parfaite combinaison entre amer et doux. Bah, doux, amer, quoi. Oui, voilà, effectivement, on a un mot en français pour ça. Alors, pour celui-là, j'ai choisi une bande dessinée que j'ai lue il y a très, très longtemps. Parce que, sans forcément bien me rappeler de l'histoire, c'est la sensation dont je me rappelle. Et je me rappelle que c'était une histoire très très belle. Attention, là je vais vous choquer pour ceux qui me connaissent déjà. Et c'est une histoire d'amour. Bah oui, comme quoi des fois ça arrive. Il s'agit de la bande dessinée Fées et tendres automates. Alors cette bande dessinée se passe au Moyen-Âge, vers l'an 1000 quelque chose, pas longtemps après 1000, de ce que je me rappelle. Et en fait, nous avons un automate qui a pris vie et qui est amoureux d'une fée qui n'est pas terminée et qui est dans un musée. Et en fait, il va essayer, comme elle n'est pas terminée, il va essayer de la sauver, de la sortir du musée pour partir de ce monde des hommes, pour partir vivre en paix, pour arrêter d'être utilisé, manipulé et découpé et tout ce genre de choses qu'on peut imaginer. Et il ne va pas y arriver. Et à partir de là, il va raconter toute leur histoire. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ou connus? Comment est-ce que ça s'est déroulé, ce qu'ils ont vécu? Et c'est vrai que j'ai un très fort souvenir de cette ambiance médiévale en même temps avec des machines, sans forcément être très avancé, puisqu'on est quand même au Moyen-Âge, mais des automates, vous savez comment on en trouvait au 18e et 19e siècle. Et ce côté effectivement de machines qui prennent vie et qui parfois ont plus d'humanité que les êtres humains, c'est quelque chose quand même qui est assez récurrent en général dans la science-fiction, dans ce qui est futuriste, et ici on va appeler ça plutôt du rétrofuturisme, qui d'une certaine façon l'est, hein, puisqu'en fait retrouver des machines, même des automates, mais dans un passé très lointain, c'est vrai qu'on est un petit peu, on n'est pas dans de la fantaisie, on est plus dans du rétrofuturisme, c'est un petit peu entre deux. Et je me rappelle aussi avoir été complètement admirative devant les graphismes. Les graphismes sont moi en tout cas à mon goût, les graphismes sont absolument sublimes. Les couleurs sont magnifiques, l'ambiance est toujours assez sombre, mais c'est surtout cette fée qui apporte de la couleur, en fait, qui apporte de la lumière dans cette BD. En fait, il y a le traitement de l'image, la symbolique, toutes ces choses-là se regroupent pour en fait en faire une bande dessinée qui, sans forcément que je me rappelle de l'histoire, m'a laissé une très forte impression et ce sont les sensations que j'avais quand je l'ai lu qui me sont restées. Alors je pense que c'est à cause de cette ambiance, à cause de tous ces éléments dont je viens de vous parler, que pour moi ça reste une histoire magnifique qui est restée dans un coin de ma tête alors que je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Je ne sais plus quand exactement, mais il y a plus de 20 ans, ça c'est sûr et certain. Et très sincèrement, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé sur cette chaîne puisqu'elle ne fait pas partie de mes lectures récentes, mais si vous pouvez le trouver en médiathèque ou si vous, franchement, essayez-le. En plus, je vous dis, à la base, c'est une histoire d'amour, ce que moi, en général, j'exècre parce que ça m'emmerde, en général, je m'ennuie. Si l'histoire n'est basée que là-dessus, ben moi, je suis là, genre, bon, tu vas pas me parler d'autre chose un petit peu parce que, voilà. Quand c'est combiné à d'autres choses, selon l'autre chose, ça peut passer. Et là, celui-là, c'est vraiment le focus. Et pourtant, voilà. Je pense qu'on peut difficilement mieux conseiller quelque chose que de dire d'habitude, c'est une thématique que je n'aime pas. Et pourtant, là, ça a fonctionné. Voilà.
café suivant est un thé, il s'agit de thé vert, pour lequel il faut choisir un livre qui est tranquillement beau. Quietly beautiful. J'ai du mal à le traduire en français. Ça sonne bizarre en français, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors pour celui-là, j'aurais pu choisir encore une fois Là où vont nos pères de Shaun Tan, mais j'en ai beaucoup parlé. Vous savez que ça reste un de mes graphiques préférés, si ce n'est pas mon graphique préféré de beaucoup d'années. Et là du coup, j'ai décidé de vous parler de Concerto pour main gauche, qui est en fait une biographie, la biographie d'un pianiste autrichien dont le bras droit a été coupé pendant la Première Guerre mondiale, il me semble, et effectivement qui s'est retrouvé coupé de sa musique, coupé de son instrument, puisqu'il ne lui restait plus qu'un bras et une main, et qui pourtant va essayer de vaincre ce handicap, qui va essayer de passer outre. Et en fait, alors qu'est-ce que cette biographie a de particulier? C'est que elle est concentrée sur les sensations et le mental du pianiste. Voilà. C'est en ça que c'est silencieusement beau, dans le sens où cette bande dessinée a très très peu de paroles. On ne fait que ressentir en fait ce que le pianiste a pu ressentir, ce dont il a parlé, ses sensations, ses sentiments, et qui tous passent par des images assez abstraites, assez distordues, mais qui arrivent en fait par leur forme. Tout est en noir et blanc, mais c'est vraiment leur forme qui arrive à nous faire ressentir en fait ce sur quoi c'est focalisé, ou la façon avec laquelle les choses sont représentées loin ou près, ou par rapport au pianiste, ou fait que on comprend les sensations en fait, plus qu'on les comprendrait avec des paroles. Il y a des sensations qui sont très difficiles à exprimer, très difficiles à faire comprendre à d'autres, et je trouve que là en fait ce que j'adore dans cette BD, c'est que on a mis on a mis le graphisme au service de la compréhension de sensations sans forcément passer par le texte. Voilà. On parle toujours de poésie, de beaux textes, de la puissance que peuvent avoir les mots, mais les images aussi peuvent avoir une certaine puissance, un certain impact, et c'est vraiment ce qui se passe dans cette bande dessinée. En particulier parce que le pianiste en question est loin d'être un personnage sympathique, je dirais même que c'est un être humain exécrable, et pourtant on ne peut qu'être fasciné en fait par cette façon de penser, d'évoluer, d'avancer dans les choses, voire de les foutre en l'air. On passe vraiment par différentes phases, et c'est ce mode d'expression en fait, cette expression par l'image qui fait que ça rend cette bande dessinée ultra attachante pour un personnage qui en soi ne l'est pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça correspondait parfaitement à cette catégorie. Sinon, dernière catégorie, il s'agit de Chai Tea, qui est assez drôle quand même, parce que chai voulant dire thé, c'est un peu comme si on disait tété. Bon, bref. Mais ça, ça ce sont les problèmes de vocabulaire emprunté de l'étranger qu'on finit par mélanger un petit peu n'importe comment, et on a ça dans toutes les langues. Voilà, c'est pas spécifique à l'anglais, au français ou au japonais. Alors ici, il faut choisir un livre qui nous fait rêver de places, d'endroits lointains. Ça, c'est très compliqué avec moi, parce que tout me fait rêver d'endroits lointains. Quand j'ai un truc de science-fiction, ça me fait rêver de partir sur d'autres planètes. Quand je lis un truc historique, ça me fait rêver de voyager dans le temps. Quand je lis un truc sur n'importe quel pays, si je suis déjà allée, ça me fait rêver d'y retourner. Si je suis pas allée, ça me fait rêver d'y aller. Alors ça, c'est très compliqué, voilà. Mais j'ai décidé, alors je vais quand même vous parler de 2 livres, parce qu'il me semble qu'il y en a un, je vous en ai déjà parlé, mais je veux quand même le citer. C'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Pourquoi Voyage au centre de la Terre? On a envie de dire là, en plus, c'est pas ni des pays, ni des planètes, ni des... Mais c'est... En fait, je le mets là, même si c'était le film qui m'avait marqué, parce que quand j'étais ado, enfin même plus jeune que ça, j'avais 10-11 ans en fait. Je me rappelle que quand j'étais au collège, au CDI, bon on était encore à la période des VHS, hein, mais ils n'avaient pas beaucoup de films, et l'un d'entre eux c'était Voyage au centre de la Terre, et du moment que j'ai vu ce film, comme souvent en fait la salle vidéo était vide, dès que j'avais un moment j'y allais, je demandais à ce qu'on me remette le film. C'est un film qui m'a fait rêver pendant très très longtemps, le fait en fait qu'on puisse rentrer dans une grotte et découvrir des mondes parallèles, découvrir des mondes antiques, découvrir en fait des mondes autres que le nôtre à l'intérieur du nôtre, c'était quelque chose qui m'avait mais complètement fascinée. Et pourquoi est-ce que je le mets là quand même? Tout simplement parce que j'ai lu le livre il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, et que je l'ai beaucoup aimé aussi,
que effectivement c'est assez différent du film, mais que malgré tout j'ai retrouvé en fait cette petite étincelle, ce petit truc en fait qui fait un enfant rêver de devenir un explorateur malgré tous les dangers, malgré... voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose, ça doit être l'une des choses peut-être qui... Non, en fait je dis n'importe quoi parce que même avant ce film j'avais déjà envie d'aller partout. Mais disons que ça a peut-être rajouté la couche de bah si c'est sous terre sur une autre planète c'est pas grave, je m'en fous, ça m'intéresse quand même, voilà. Sinon, celui dont je voulais vous parler, dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne et qui est un livre en fait il me semble qui n'est pas hyper connu, c'est, excusez-moi, L'Historienne et Dracula. L'Historienne et Dracula qui est une histoire en 2 volumes. Alors ça fait un moment que je l'ai lu, mais je sais que, bah, comme son titre l'indique, c'était basé sur une historienne qui faisait des recherches sur le personnage de Dracula, le personnage historique de Dracula, et non pas la légende du vampire, même si bien entendu les deux vont être liés dans l'histoire au bout d'un moment. Mais donc sur le personnage de Vlad Tepes en Roumanie. Et c'est un livre justement qui va suivre cette femme dans toutes ses recherches. Donc on la suit en faisant des recherches dans la bibliothèque, et puis on découvre qu'il faut aller en Roumanie, et puis on découvre qu'il faut aller en Turquie, et puis on va passer par la Croatie, et puis par la Hongrie. En fait, on va passer dans beaucoup d'endroits en Europe, et c'est un livre en fait qui décrit très bien ces endroits, et qui, moi je me rappelle que quand je l'ai lu, j'avais l'impression de voyager avec elle, et ça pour moi c'était un régal. En plus de ça, on découvre aussi l'histoire de Vlad Tepes, enfin on découvre. On en connaît déjà franchement les grandes lignes, en tout cas pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu au personnage. Mais effectivement, elle a donné certains autres détails, certains éléments qui font qu'on voyage aussi beaucoup dans le temps, puisqu'on voyage dans l'histoire. Voilà, donc moi forcément c'était 2 éléments qui ne pouvaient que fonctionner. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Alors bien entendu une histoire avec une historienne un petit peu qui va après Dracula, et Dracula qui serait soi-disant encore vivant, bah en même temps c'est un vampire, hein, donc voilà, donc ces 2 petites choses là, apparemment ce sont des choses qui font que peut-être le livre n'a pas eu beaucoup de succès parce que c'était un petit peu trop tiré par les cheveux. J'ai l'impression en fait que si c'est... Il y a un côté trop réaliste, il faut que ça soit réaliste, et fantastique, bah, il faut que ça soit fantastique. C'est-à-dire que parfois, certains livres, je pense, ne sont pas bien reçus parce que s'ils naviguent trop entre 2 eaux, bah, les gens qui s'attendent à une chose n'en ont pas assez, et ceux qui en attendent une autre n'en ont pas assez non plus. Voilà. Moi, personnellement, ça m'avait beaucoup convaincue, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai refilé à ma mère après, elle a adoré. D'ailleurs, elle était bien stressée pendant qu'elle le lisait, elle a l'impression de voir Dracula partout. Bon, ça, c'est un petit aparté, mais ça m'avait bien fait marrer quand même à l'époque. Donc voilà, donc sincèrement moi je trouve que c'est une très bonne lecture, s'il se trouve encore, parce que je sais pas si on peut encore le trouver, je pense que oui, mais bon, effectivement, moi je pense que vous pouvez le lire sans problème si vous êtes un tant soit peu intéressé par Dracula, par tout simplement les pays européens. Et d'ailleurs c'est aussi à cause de certains détails de ce livre que quand je suis allée en Roumanie, il y avait des points justement spécifiques dont je me rappelais où je voulais aller à cause de ce livre-là. Pas que je les connaissais pas avant, mais là je savais pourquoi je voulais y aller, qu'est-ce que je voulais voir, etc. Donc c'était super intéressant en fait, puisqu'il y avait quand même des éléments qui me manquaient, et du coup que j'ai pu visiter quand je suis allée sur place. Alors que par exemple j'ai évité le château de Bran, qui est le château officiel de Dracula, mais où on sait qu'il a été construit pour en faire un château de Dracula et qu'il n'a jamais été là-bas. Voilà, donc là forcément, bah, celui-là je l'ai zappé. Voilà. Enfin je vous raconte my life, je sais pas si ça vous intéresse du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Vous savez que vous avez toujours de temps en temps la petite anecdote du matin parce qu'il n'y a pas de raison, surtout quand il s'agit de voyage. Et puis bah écoutez, bah, je pense que sur ce on en a terminé. Vu que c'est pas un tag très répandu, bah, n'hésitez pas si vous voulez le faire, même si vous voulez pas tourner de vidéo, ou peut-être juste de mettre en commentaire les livres qui pour vous correspondraient à ces catégories. Je vous mets la liste en note de toute façon pour que vous puissiez la récupérer, la réutiliser. Et puis bah écoutez, sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.